Voilà. Donc, merci beaucoup de votre invitation. Merci et toutes mes félicitations d'avoir eu la force et peut-être le courage d'ouvrir cette question, de constituer depuis la psychiatrie un colloque qui s'interroge sur cette question avec point d'interrogation inclus, en prenant le risque que l'on considère que on se jette dans la gueule du loup plutôt que d'attendre que le loup nous mange. Donc que l'on s'avance un peu trop en faisant un lien entre radicalisation et psychiatrie, alors que toute la question est effectivement d'essayer d'éviter cet amalgame qui constitue un des éléments du traitement social de cette question, comme on le sait. Voilà. Le contexte, c'est que dans le monde entier, le rapport entre radicalisation et psychiatrie, je ne parle pas trop fort, non ? Entre radicalisation et psychiatrie, c'est un problème qui se clé dans toutes les régions du monde, avec une acuité peut-être un peu particulière en France, du fait des controverses qui se sont développées à différents niveaux, mais en grande partie à cause de notre sensibilité extrême à mélanger les genres et notamment à faire un lien en général entre psychiatrie et justice, au point que, comme vous le savez, la règle générale est de faire en sorte que quand la psychiatrie entre, la justice sort. Vous avez entendu parler des débats récents autour de l'irresponsabilité pénale et de la façon dont c'est mal vécu pour 1000 raisons, bonnes et mauvaises, mais d'où c'est mal, au point que l'on est obligé aujourd'hui de légiférer. Sous-tendu donc par des questions qui ne sont pas que des questions scientifiques, c'est des questions politiques et éthiques, qui sont très actives elles aussi dans notre pays. Pénalisation versus psychiatrisation, je viens d'en donner un exemple, place du modèle communautaire, place des questions identitaires, place de la liberté religieuse dans notre modèle de société qui a une forme extrêmement particulière. À l'OMS, ils disent qu'il y a deux pays qui sont très, très susceptibles par rapport à tout ce qui évoque la religion, c'est la France et l'Algérie. Ce sont deux pays qui sont organisés pour des raisons historiques que l'on connaît, contre la mainmise de la religion, et le préfet tout à l'heure nous a rappelé un truc que j'avais oublié, c'est que ça a été très compliqué d'en arriver à cette laïcité à la française, qui est presque unique au monde. Les Anglais ne comprennent pas, par exemple, et pourtant ils ne sont pas loin. Voilà, ce départ oppose ceux qui considèrent que les troubles mentaux sont l'un des déterminants principaux de la radicalisation et du passage à l'acte terroriste. Ils pensent que c'est un lien et direct. Et ceux qui considèrent, au contraire, que l'association des deux est une exception exceptionnelle. Face à une violence possiblement terroriste, ils estiment qu'il faut d'abord évoquer, ou en tout cas en même temps évoquer, trois autres hypothèses très importantes, fondamentales, qu'on n'évoque pas toujours. C'est un patient, mais pas un terroriste, c'est-à-dire il est fou, mais le terrorisme est ce qu'on lui attribue. En même temps que l'on dit que, étant patient, il n'y a ni crime ni délit en l'espèce. Deuxièmement, c'est un terrorisme, mais pas un patient, c'est-à-dire c'est un acte politique dont chacun d'entre nous peut trouver des raisons qui sont des raisons raisonnables, logiques, et d'ailleurs qui ont existé, Madame Hies nous le disait tout à l'heure, à une époque, dans l'autre paradigme, qui était un paradigme idéologique. Et puis la troisième qu'on oublie, ce n'est ni un terroriste, ni un patient, mais seulement un délinquant, notamment juvénile, sensible à l'air du temps. C'est-à-dire un délinquant qui, comme des délinquants, a des modèles d'inconduite, il respecte à la lettre ce que la société lui prescrit, ne fais pas ça, mais si tu le fais, voilà comment.
Ça, c'est le modèle d'inconduite. L'inconduite aussi est un modèle sociologiquement déterminé. La société n'a pas de dehors, comme disait, je crois, Marcel Gauchet. Face à cette histoire, qui était très intense et qui déchirait la profession d'une certaine manière, puisque les divisions que je viens d'évoquer, elles étaient aussi internes à la profession des psychiatres, la Fédération française de psychiatrie a décidé de prendre le taureau par les cornes, de faire comme vous, M. Bourgeois, de prendre le taureau par les cornes et de poser la question en créant un groupe de travail, proposant au CIPDR, qui a déjà été évoqué, le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, de lui proposer de financer un travail d'un groupe de travail sur la question en s'attachant finalement à faire l'état des savoirs et des avis des psychiatres sur cette question. Elle s'est réalisée selon une méthodologie qui était une méthodologie dans laquelle on faisait une audition d'experts qui avait une seule règle, celle d'auditer, ou d'écouter, ou d'entendre, d'auditer en tout cas, tous les gens qui, à l'époque, en 2016, avaient un rapport avec les radicalisés, avaient une expérience clinique avec les radicalisés, et étaient considérés comme experts à l'époque, c'était milieu 2016, c'était début 2016, tout de suite après les attentats de 2015, étaient considérés comme experts tous ceux qui en avaient vu, en ont parlé, ou sont connus pour s'y intéresser, et à l'époque, c'était pas si fréquent. Et la moyenne d'expérience des gens qu'on a interrogés à ce moment-là était très limitée. Et la moyenne, par exemple, on avait des experts qui en avaient vu 3. Et ça faisait 2 des experts parce que les autres étaient encore moins experts. Surtout que, comme vous allez voir, et monsieur l'a dit très justement, on avait conscience que là, on n'était pas en train de traiter de la radicalisation en général. En tout cas, notre parti pris, c'était de considérer qu'on ne traitait pas de la radicalisation dans l'histoire, ni même de la radicalisation islamique dans l'histoire, mais précisément comme un phénomène particulier autour de cette période particulière qui se caractérisait par un fait particulier qui était le départ des gens et des jeunes en zone de guerre. C'était la hantise du moment, et à cette séquence, la question qui se posait, c'était celle que j'indiquais en bas, là. Attendez. C'était quelle place pour les troubles psychiatriques dans les déterminants de la radicalisation, quel rôle pour la psychiatrie dans les réponses à la radicalisation. Et donc, on avait fait, c'était avant les états généraux de la radicalisation, dont vous avez le livre là-bas, qui était dans vous avez l'état, enfin je ne sais plus comment on appelle ça, le compte-rendu, les actes du colloque sont dans un livre là. Alors, 2 séquences de travail de ce groupe, c'était avant et après le rapport intermédiaire de 2017 qui avait, en fait, après une série d'auditions, conclu qu'on ne pouvait rien conclure, puisqu'on avait très peu d'expérience et qu'il était impossible de transmettre quelque chose d'un savoir un tant soit peu construit de la part des psychiatres à ce propos. Donc on disait, Joker, si vous voulez qu'on fasse, il faut une deuxième vague d'audition. Mais du coup, on s'est trouvé dans 2 contextes politiques très différents. Politiquement, en 2016-2017, c'était les départs, avant 2017. Et en 2018, c'est-à-dire quand on a recommencé et qu'on a fait jusqu'en 2019, presque début 2020, un rapport, construit une deuxième série d'auditions, c'était presque l'inverse, c'était les retours. En tout cas, c'était plus les départs, parce qu'il n'y avait plus de départs. Et dans les 2 cas, c'était seulement autour de la radicalisation religieuse, en France, seulement en France, et dans la période entre 2011 et 2021, c'est-à-dire sur ce nouveau paradigme de l'islamisation, qui en avait connu d'autres, on en était bien conscient. Voilà, alors, du point de vue de la rareté, c'était beaucoup moins rare à la deuxième séquence, puisque là, la moyenne des experts, ils en avaient vu 30. Alors on ne peut pas dire qu'on a vu tous les experts, parce qu'il commençait à y en avoir trop. Mais on a vu le maximum de ceux qui fonctionnaient dans des différentes
types de fonctionnement, dans différents types de contextes. Et puis au point de vue scientifique, il y avait un autre truc très particulier, c'est qu'il n'y avait rien d'écrit avant 2017, ou très peu de choses écrites, ou très lointaines quant à notre contexte. Je veux dire, dans notre contexte, il y avait peu de choses. Il y avait des choses écrites en Angleterre, il y avait des choses écrites aux États-Unis par rapport aux attentats du 11 septembre, et en Angleterre, il y avait des choses écrites qui étaient de bonne qualité épidémiologique, mais qui n'avaient rien à voir avec notre contexte. Et puis aussi, parce qu'en Angleterre, c'est très rare, qui avait très peu à voir avec une approche psychopathologique du type de ceux que vous nous avez présentés, madame. Donc, fin 2018, c'est l'inverse. Il y a une multiplication de publications consistantes avec des premières méta-analyses qui analysent non seulement qui analysent la littérature scientifique et qui établissent avec la littérature scientifique toute une méthodologie qui permette de se faire une idée plus précise de ce qui se passe. Et bien voilà ce que cette démarche, à quoi cette démarche a aboutir. D'abord, et on l'a déjà constaté dès le début de cette matinée, de ce colloque, que la difficulté tient au fait que la question du rapport entre radicalisation et psychiatrie met en rapport deux dimensions génériques, la radicalisation d'un côté, le trouble mental de l'autre, deux dimensions génériques qui ne sont opérationnelles dans la réalité, en pratique, que par leur différenciation interne. C'est-à-dire, dire qu'un type est radicalisé, pour la justice, ça n'a de sens que si vous décrivez quel acte il a commis. Un radicalisé qui a des idées fondamentalistes, c'est quand même très différent d'un radicalisé qui, même s'il a des idées violentes, c'est très différent de quelqu'un qui fait l'apologie du terrorisme, ou de quelqu'un qui est susceptible d'être poursuivi ou condamné pour association de malfaiteurs à visée terroriste. Encore moins, pareil, que celui qui a commis un acte terroriste, qui a été jusqu'au bout, ou qui a du sang sur les mains plutôt qu'il n'en a pas. Ce sont ces différenciations internes qui sont opérationnelles en matière de justice. Le reste ne l'est pas, tout simplement. Et bien pour la psychiatrie, comme vous le savez, pour ceux d'entre vous qui travaillaient en psychiatrie, c'est la même chose. On a des tas de choses qui peuvent être recouvertes derrière le terme de trouble mental. Depuis les situations de malaise psychosocial qui ont des conséquences désagréables sur la vie des gens, et désagréables, ça peut être très désagréable, jusqu'aux troubles mentaux généralisés, ceux qui modifient radicalement le comportement de quelqu'un, lui rendent le contact avec la réalité tout à fait précaire, et qui, en réalité, envahissent sa vie, sont déterminants de son comportement. Et puis entre les deux, les troubles mentaux non généralisés, qui peuvent être très graves, vous gâchez la vie, mais qui ne sont pas des troubles qui déterminent de la façon la plus possible, la plus claire possible, les comportements que l'on a. Voilà le tableau qui justifiait d'ailleurs que ça se tient un PowerPoint, c'est-à-dire que vous avez deux chaînes que l'on compare, et selon l'endroit où vous faites passer la comparaison, vous avez des résultats radicalement différents, puisque vous comparez des choses radicalement différentes. Si vous mettez les AMT et que vous croisez en oblique, eh ben vous pouvez trouver des réponses épidémiologiques justes. Psychopathologiques, encore plus justes, puisque le but de la psychopathologie, c'est d'expliquer ce qui s'est déjà produit. Vous avez des quantités de choses que vous pouvez dire différentes dans ce schéma, qui est un schéma. Par exemple, je mets ce qu'il y a au bout, il y avait marqué Galland et Bouy. Bouy, par exemple, c'est un type qui a travaillé sur la proximité avec les idées je crois qu'il disait djihadistes, mais c'est pas sûr, peut-être qu'il disait fondamentalistes, puisque les mots comptent, vous avez tous raison. Lui, il trouve des choses tout à fait surprenantes, qui ont une particularité dont je parlerai tout à l'heure, c'est qu'elles sont exactement l'inverse de celles que nous trouvons, nous, lorsque nous comparons ceux qui sont suivis, ceux qui ont commis des actes terroristes criminels. En tout, c'est différent. C'est pas que c'est faux,
c'est que ce n'est pas la même question qui a été posée, ce n'est pas la même catégorie critère d'entrée. Vous voyez, ça c'était d'avant le Covid, mais à mon avis, c'est la même chose qu'on a vu avec le Covid, c'est-à-dire c'est les terribles difficultés qu'on a à faire de l'épidémiologie avec des choses trop vagues pour précisément rendre compte de données prédictives. Alors attendez, j'ai été trop vite, parce qu'en bas, c'est pareil, normalité, ben c'est normal. Malaise psychosocial, trouble de personnalité infranosographique, et symptômes de stress post-traumatique infranosographique, c'est-à-dire qui ne donnent pas lieu à un étiquetage déterminé par le DSM ou la CIM-10. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Troubles mentaux, ça existe, ça. Et quand vous recherchez des caractères psychopathologiques, ce que vous nous avez décrit, madame, en grande partie, ce sont des choses comme ça. Non pas qu'il n'y ait que ça, mais dans ce que vous nous avez dit, pour la petite jeune fille de 13 ans, il y a surtout ça. Ce sont des choses qui ne peuvent pas être étiquetées nosographiquement. Ça veut dire que ça n'existe pas. La preuve, madame, en a fait un élément parfaitement compréhensif de ce qui se passe chez les jeunes filles. Est-ce que c'est généralisable? Je ne sais pas, mais ce qu'il y a de certain, c'est que c'est significatif. Des troubles mentaux non généralisés, c'est dépression, troubles anxieux, troubles de personnalité, c'est-à-dire troubles du spectre autistique de niveau 1, léger, vous savez, c'est presque un trouble de personnalité, le trouble de spectre autistique de niveau 1. Stress post-traumatique banaux, habituels, crise suicidaire, tout ça, ce sont des choses qui sont très sérieuses, qui font l'objet de traitements psychiatriques, qui peuvent faire l'objet d'hospitalisation, pas sous contrainte, mais qui ne sont pas la même chose que les troubles mentaux généralisés, qui eux sont des troubles forts, comme la schizophrénie, le trouble du spectre autistique de forme sévère, les troubles bipolaires avec ou sans symptômes psychotiques, et tous les autres troubles psychotiques, c'est-à-dire ceux qui remettent en cause le rapport du sujet avec la réalité. Toutes ces choses-là sont effectivement les troubles, alors je vais faire les trucs tels que c'est, les troubles mentaux généralisés ont une caractéristique, c'est qu'ils sont extrêmement prégnants dans les comportements. Ça ne veut pas dire qu'à tout coup, ils sont la cause du comportement, mais ils sont, quand ils sont présents, souvent la cause du comportement quel qu'il soit. Et d'ailleurs, dans ces cas, si vous pouvez prouver qu'il y a un trouble mental sévère et qu'il est la cause du comportement, c'est assez simple, il n'y a plus de terrorisme. Il n'y a plus. De même qu'il n'y a plus de meurtre. Ça veut dire qu'il y a la question qui se pose à ce moment-là, c'est de savoir s'il y a du terrorisme en face. Parce que si c'est délirant, et que c'est parce qu'il a cru qu'il y avait le diable derrière je ne sais quoi, alors il ne peut plus être considéré comme coupable, même si la veille au soir, il a dit du mal des policiers, des juifs ou de je ne sais pas qui. Ça veut dire qu'on est là dans quelque chose qui est un problème, qu'il faut que les gens comprennent, que ce n'est pas si simple. Deuxième chose, si l'on constate les choses telles qu'elles sont du côté des psychiatres, alors c'est très différent de ce que dit Madame Kess. Il donne rarement lieu à des actes transgressifs. Selon moi, c'est simplement parce qu'on ne regarde pas du même endroit. Il donne rarement lieu à des actes transgressifs et violents, et lorsqu'ils le font, ils sont susceptibles d'être considérés comme la cause unique ou dominante de ces actes, ce qui conduit à atténuer ou abolir la responsabilité pénale de leur auteur, ce qui veut dire que dans mon schéma de tout à l'heure, si vous faites passer la ligne de comparaison entre, d'une part, les troubles sévères et d'autre part, les condamnations pour terrorisme, ben vous n'allez trouver personne. Tout simplement parce que le fait que c'est un trouble sévère rend impossible que ça soit étiqueté de l'auteur. Alors, évidemment, ce n'est pas ce qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est de mettre en face, ce qu'ont fait les collègues, c'est de mettre en face des actes terroristes ou quasi-terroristes, de mettre en face des troubles psychiatriques sévères qu'ils connaissent, les actes terroristes qu'ils rencontrent. Et sur les 90 000 patients sévères, c'est-à-dire ceux qui sont hospitalisés sous contrainte chaque année, ils sont peut-être un peu moins parce qu'il y en a qui le sont plusieurs fois, mais sur les 90 000 situations d'hospitalisation sous contrainte, c'est rarissime. Je crois même qu'en gros,
C'est en tout cas ce que l'on avait constaté jusqu'à la fin, jusqu'en février 2020, il y en avait 0. Autrement dit, c'est un gros problème que vous en trouviez en prison. Ce qui peut vouloir dire que c'est une interprétation discutable, ou que leur mise en prison, que leur diagnostic est une interprétation discutable, mais ça peut, et puis c'est l'une des grandeurs de la psychiatrie, peut-être une des raisons pour lesquelles un certain nombre de gens ici ont fait psychiatrie, c'est qu'on ne peut pas vous opposer quelque chose de radicalement formel à un diagnostic. Il y a toujours un doute. Bon. Donc à partir de cette dimension-là, vous savez, je ne peux pas m'étendre là-dessus, mais c'est l'un des grands problèmes de la psychiatrie, c'est qu'elle est comme une médecine, avec comme des maladies, et comme des preuves de ces maladies. Mais aucun des trois n'est en réalité le véritable paradigme. Les symptômes du syndrome, les syndromes des symptômes, si vous voulez, ne sont absolument pas, n'ont pas la même valeur épistémologique, scientifique, que les symptômes qui sont décrits dans le reste de la médecine. Et c'est un des problèmes qui fait que nous sommes dans une situation un peu compliquée si nous voyons que nous sommes dans une vague dans laquelle seules comptent les preuves. Donc dans ces conditions, les personnes présentant ces troubles sont très sous-représentées dans ceux qui commettent les actes terroristes, reconnus comme tels par la justice ou pas. Et chez ceux poursuivis ou condamnés pour AMT. C'est très rare. C'est-à-dire qu'en prison, vous en avez peut-être beaucoup, mais c'est qu'on a pensé que ça n'était pas leur trouble psychiatrique qui était en cause dans leur acte terroriste. C'est l'obligation. Si vous ne pouvez pas démontrer ça, les types ne peuvent pas être jugés. Et ils ne peuvent pas aller en prison pour vous rencontrer. Par contre, ces troubles-là sont rencontrés beaucoup plus fréquemment chez ceux qui ont des manifestations de ou plutôt pour dire les choses plus exactement, on rencontre beaucoup plus souvent chez nos patients des manifestations de fondamentalisme et de radicalité religieuse qu'on ne rencontre finalement de réellement implication dans le terrorisme. Deux remarques, cet écart, en plus, s'explique très bien par la rencontre de caractéristiques propres au fonctionnement mental psychotique, puisque c'est ça qu'il s'agit dans les troubles graves, et par celle liée à l'irresponsabilité pénale. C'est-à-dire, je viens de vous l'expliquer pour la responsabilité, mais le fonctionnement mental psychotique, il se caractérise par deux choses qui rendent très difficile de rentrer dans des actions terroristes, ou plutôt très facile d'être transparent quant à l'intention que vous auriez d'être terroriste. La première, c'est les difficultés pragmatiques que la psychose déclenche. C'est très difficile d'avoir des projets et de les tenir. C'est un des drames de la psychose. C'est ce que disait, je crois, Michel Foucault quand il disait il n'y a pas d'œuvre dans la folie. Enfin, le fou ne réalise pas d'œuvre parce que précisément sa folie lui interdit la continuité nécessaire à ça. Et ça fait partie de notre boulot d'essayer malgré tout de pouvoir faire germer en lui, presque par greffe, la possibilité d'avoir des projets et de les tenir. Et des fois on y arrive, mais c'est très difficile, et ceux-là ne sont pas suivis ni aidés tellement à le faire. Premièrement. Et deuxièmement, quand on a une idée dont on est convaincu qu'il faut la réaliser, eh bien on le dit à tout le monde. Pas toujours, il y a la réticence psychotique, mais la réticence psychotique, elle court généralement, elle s'adresse généralement aux phénomènes paranormaux qui accompagnent la psychose. C'est très rare que si on est convaincu de quelque chose, ça. Autrement dit, un effet, un apragmatisme, une difficulté pragmatique et une difficulté à la duplicité. C'est pas si facile d'être duplique quand on est duplice, je crois qu'on dit, quand on est psychotique. Et en passant, je note que c'est ces cas-là qui font l'objet d'une hospitalisation sous contrainte dans la grande majorité des cas. C'est très rare que ce soit des pas psychotiques qui sont hospitalisés sous contrainte. C'est pas que ça n'existe pas, c'est très rare. Je vous gardez ça en tête parce que ça fait partie des choses que vous verrez à la fin.
Les troubles mentaux non généralisés sont en revanche des facteurs de risque importants, tous le disent, pour tous les types de manifestations agissent chez les adolescents et jeunes adultes, incluant les manifestations liées à la radicalisation. Une des choses que nous apprend la psychiatrie de l'adolescent, et d'ailleurs qui nous distingue beaucoup des psychiatres d'adultes, c'est le fait qu'on peut toujours trouver chez nos patients des raisons, des façons, des mécanismes assez particuliers qui peuvent être fous, mais de manifester, de traverser cette période très éprouvante au point de vue des fonctionnements mentaux. Eh bien, les gens qui ont des facteurs de risque psychopathologiques, des facteurs de risque que sont les troubles mentaux non généralisés, dépression, anxiété, crise suicidaire, ils sont surreprésentés chez les terroristes maison, en France en tout cas, parce qu'il paraît que c'est différent dans les autres pays, comme d'ailleurs dans les autres formes de délinquance des adolescents et des adultes jeunes. C'est-à-dire le drame, et ça fait partie des problèmes de signalement, c'est que plus on connaît le fonctionnement particulier des radicalisés, plus on s'aperçoit qu'il est juste exactement le même que ceux depuis longtemps qu'on connaît chez les délinquants juvéniles, chez les difficiles. Il y a juste la coloration de l'eau de l'aquarium qui a changé. Pour reprendre la métaphore de l'aquarium que prenait M. Bourgeois. Et c'est un épiphénomène, peut-être, ou pas, selon les cas. Mais c'est quelque chose, en tout cas, qui n'est pas si spécifique que ça puisse justifier que l'on réussisse à les désigner comme tels si facilement, quand vous avez repéré, par exemple, que c'est comme le cannabis. Les parents qui signalent parce que leur enfant prenne du cannabis, je ne sais pas à commencer à Avignon, mais à Paris, ça devient rare. Ça ne veut pas dire qu'ils ne fument pas. Ça veut dire qu'ils fument avec eux. Ce qui est une façon, si vous voulez, de rendre l'affaire beaucoup moins source de signalement. Donc, malheureusement, ce que nous indiquent les études de Galland que j'évoquais tout à l'heure, c'est que les idées terroristes, bien sûr, de temps en temps, ça rend tout le monde hystérique et à juste raison, quand il y a des crises. Et là, je vous assure qu'il y a des signalements. Il y a un type à Poitiers qui a fait une étude qui montre l'accroissement des consultations Internet spécifiques ou des signalements dans certains domaines, peut-être pas chez vous, mais très très grande, après Samuel Paty, après ceci, après cela. Ça augmente beaucoup le souci. Parce que les gens, et d'ailleurs vous l'avez chez les soignants qu'on a auditionnés, ils ont deux angoisses. Un, de dénoncer quelqu'un qui n'a rien fait. Et du coup, bon, ils ont trois angoisses. Un, de dénoncer quelqu'un qui n'a rien fait, parce que les autres soignants, vous savez, c'est des êtres humains un peu plus humains que les autres en général. Deux, parce qu'ils ont peur de passer à côté d'un type qui va tuer des gens dans leur voisinage. Ça, c'est très important comme angoisse. Et trois, parce qu'ils ont peur qu'ils prennent le numéro de la plaque d'immatriculation et qu'ils attendent leurs enfants à la sortie de l'école. C'est des trucs qui existent. Et ils te le racontent, ça, les soignants. En réalité, ça n'arrive jamais, hein, mais ça fait partie des peurs qui existent. Et parmi ces peurs, une qui est opposée aux deux autres, c'est celle de passer à côté d'un truc. Et d'être responsable de drames, non seulement à l'intérieur de l'hôpital, mais en dehors. C'est comme ça. Donc, ils sont surreprésentés chez les autistes, les terroristes maison, comme ils sont également surreprésentés dans toutes les autres formes des adolescents et des jeunes adultes. Les personnes présentant ce type de troubles sont sous-représentées au contraire chez ceux qui ont reçu des soins sous contrainte. Bon, si on parle maintenant rapidement, alors ça c'était le gros point qui faisait la différence avec les choses, puisque d'une certaine manière, les spécialistes, les professionnels de la profession, comme on dit à Cannes, les professionnels de la profession disent c'est rare. Moi, j'en connais pas. Et si vous alors, sauf si vous me dites qu'il faut considérer comme radicalisé tout celui qui, quand il se fâche avec un infirmier, dit Allahu Akbar. Ça, par contre, si vous considérez que ça suffit pour désigner quelqu'un comme radicalisé, eh bien, peut-être que ça en fait beaucoup, du coup. Mais ça en fait tellement que ce qui est difficile, c'est d'en trouver qui n'en font pas.
Parce que même des gens qui n'ont rien à voir, ils ont au moins compris que ça se faisait prendre au sérieux. Enfin, je parle de la région parisienne en tout cas. Parce que là, je crois que c'est très dépendant du contexte. Alors, abord psychologique et psychopathologique, qui est, si vous me permettez, madame, ça, ce que vous nous avez fait, eh bien, il y a quand même quelque chose qui se passe dans leur tête. On peut pas, ils sont peut-être pas fous au point d'être envahis par la folie, pas fous au point d'être rompre avec la réalité, d'être impliqués dans un acte parce qu'ils sont fous. Mais ils ont des problèmes psychologiques, ça c'est sûr. En tout cas, c'est impossible de ne pas essayer de comprendre comment ils ont abouti à faire ça, ou à croire, ou à faire des préparations, à faire de l'apologie, tout ce qu'on veut, quel que soit l'acte. C'est intéressant d'essayer de comprendre comment ils arrivent à ça. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'en appliquant la méthode psychopathologique, on lui reproche d'ailleurs, vous avez à tous les coups des pistes pour comprendre. C'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai, mais à 100% des cas, ça justifie ce qui arrive. Et d'ailleurs, tant que ça n'a pas justifié, vous continuez à réfléchir pour essayer de le comprendre. Et guess what? Devinez quoi? Quand vous réfléchissez pour comprendre comment un acte irrationnel a sa rationalité, eh bien vous arrivez à le comprendre. C'est même l'essentiel de notre travail. Si on est très différent avec nos patients de tous les autres, c'est parce qu'on a cet entraînement particulier à essayer de comprendre ce que d'autres considéraient comme suffisamment fou pour ne pas avoir d'explication. Et donc à partir de là, le seul problème, c'est que ça devient très individuel, très individualiste et très propre aux patients particuliers. Ça ne peut pas servir à faire des généralités. Et d'ailleurs, voilà ce qui en produit. Le résultat, c'est que quoi? C'est que tous disent, c'est la même chose que ce qu'on voit chez les autres adolescents difficiles. Vous trouvez même des choses qui sont communes aux anorexiques mentales. Le même type de fonctionnement psychique, par exemple, parmi les fonctionnements que vous disiez, madame, celui de ne pas avoir, de peu mentaliser, de peu rêver, etc. Dans beaucoup de troubles des conduites alimentaires de jeunes filles, bien sous tout rapport, si j'ose dire, à part leur poids, c'est ça. On est frappé par l'incapacité à sortir d'un fonctionnement opératoire. Ça a d'ailleurs été très décrit. On a ça aussi dans beaucoup d'autres troubles, l'autisme en particulier, etc. Ils ne sont pas fous, mais il y a quelque chose de fou dans leur adolescence. C'est à peu près le mot qu'on entend chez tous les psychiatres d'adolescents. Ça énerve d'ailleurs les psychiatres d'adultes, puisqu'en gros, pour nous, ça suffit, ça, qu'il y ait quelque chose de fou dans leur adolescence pour qu'on intervienne. Puis heureusement, parce que si on nous enlevait cette possibilité, nos services seraient vides, ou presque. Parce qu'heureusement, les troubles graves, c'est rare à cet âge-là. Par contre, ce qui est très fréquent et très très fréquent, ce sont les troubles du style de quelque chose qu'on l'appelle crise de l'adolescence ou qu'on lui donne d'autres noms. Vous savez, si vous voulez absolument qu'il ait une maladie, c'est simple, vous créez une maladie qui décrit ce qu'il fait. Trouble des conduites, par exemple, c'est une maladie qui n'a pas d'autre statut qu'un statut délinquentiel. Autrement dit, entre la définition du trouble des conduites du DSM 4 ou 5 et la définition de la délinquance, il n'y a aucune différence, si ce n'est le fait que c'est un juge ou un psychiatre qui l'examine. Donc ça veut dire clairement que vous avez, si vous regardez les choses tranquillement, c'est une contradiction classique de la psychiatrie de l'adolescent, du jeune adulte. On n'a pas affaire à des maladies, on a affaire à des dynamiques, des troubles de l'adaptation, qui n'ont pas de nom, mais qui sont très pathologiques, au sens qu'ils font beaucoup souffrir et qu'ils peuvent conduire à avoir des comportements complètement fous, et qui ne sont pas pour autant, et là c'est très difficile de vous le démontrer, mais on a très fréquemment des surprises extraordinaires dans les suivis des adolescents très difficiles. Extraordinaires. Pas à tous les coups. Il ne suffit pas d'être un adolescent difficile pour aller bien après, mais beaucoup plus souvent que nous-mêmes on le croit. On a des surprises quand ils viennent nous amener leur enfant, etc. Donc rien de spécifique dans leur psychopathologie, mais une expression spécifique d'une problématique psychique commune. Et bien sûr, c'est important d'intégrer là les aspects personnels, familiaux et institutionnels, comme vous l'avez fait très bien.
C'est-à-dire dans ce qu'il convient de prendre en compte chez une personne radicalisée pour la comprendre, pas pour l'étiqueter, pour la comprendre. Peut-être même pas pour prédire quoi que ce soit de ses comportements, pour la comprendre. Pour comprendre en quoi c'est indispensable à 100%, tous les signes sont essentiels pour que cet enfant devienne radicalisé. Mais chez lui seulement. Et donc, si on élargit le scope, le zoom, et qu'on va faire une anthropologie sociale, peut-être une sociologie, moi je ne sais pas bien faire la différence, mais moi je dirais que c'est de l'anthropologie sociale de la radicalisation, on a deux profils très contrastés dans la population des radicalisés. D'un côté, des idéalistes engagés, sans passer délinquants, avec des meilleurs résultats scolaires, des contextes familiaux plus favorables, y compris au niveau financier. Par exemple, Bouy, celui que je vous ai dit tout à l'heure, l'anglais, il trouve que le facteur de risque pour être radicalisé, au sens qu'il donne à ce terme dans son article, c'est que les parents gagnent plus de 70 000 livres par mois. 70 000 livres par mois, c'est plus que 70 000 euros. C'est un facteur de risque en Angleterre. Voilà. Donc ça relativise la notion de facteur de risque. D'un côté, donc, les idéalistes engagés, et de l'autre, des délinquants juvéniles, plus ou moins précaires, répondant au profil classique de cette population connue depuis longtemps par les services sociaux et la PJJ. Autrement dit, la caractéristique des radicalisés juvéniles, de cette catégorie-là, c'est une catégorie qui se caractérise par le fait de n'avoir aucune caractéristique particulière, si ce n'est celle habituelle de tous les violents, délinquants et précaires. Une chose est certaine, la quasi-totalité des crimes terroristes commis en France l'ont été par des personnes ayant un profil et une histoire de délinquants précaires. C'est-à-dire qu'il y a 0 qui ont eu le bac. Ça, il y en a un mimo. Vous avez raison de ne pas dire des noms. Il n'y en a qu'un, et c'est un pauvre garçon, un pauvre garçon tout à fait altruiste. D'ailleurs, son père passe à la télé, il passait à la télé face à un type extraordinaire. Il a été en Syrie. Là-bas, ils ont méthodiquement désensibilisé ce type et transformé en soldat, en militaire, en militarisation de son esprit. Et quand il est revenu, il était dans le 13 novembre, c'est un de ceux qui devait se faire sauter ou qui s'est fait sauter, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, il était au Bataclan. C'est le seul en France à avoir commis un acte terroriste, pour ce que je connais, parce que peut-être il y en a plein que je n'ai pas vu, qu'on ne nous a pas dit. Moi, je connais ceux dont j'ai entendu parler, soit directement, soit indirectement. Sont des gamins qui appartiennent à cette catégorie des délinquants juvéniles plus ou moins précaires répondant au profil classique de cette surpopulation. Rien ne les distingue. Même pas d'ailleurs la religion, parce qu'au moins chez lui, la religion, ça compte. Donc il y a un problème. Parce que ce qu'on veut prévenir, c'est ça. Et quand on prévient, eh ben, le problème est donc que c'est des délinquants qui ne se distinguent pas des autres. À une exception près, je viens de le dire. Ce qui est unanimement acquis, si on cherche donc les causes, c'est que la radicalisation n'est pas un trouble mental, mais un fait social total, au sens que Mauss donne à ce terme, après son tonton. C'est un modèle d'inconduite, c'est-à-dire une mode comme les autres. C'était dans notre clientèle, enfin bon, je ne vais pas faire une provocation de plus, mais enfin bon, c'est une mode, un modèle d'inconduite. Et inscrit dans une niche écologique que vous nous écriviez, ou que Mme Thiès nous décriviez très bien, c'est-à-dire il y a une conjonction de facteurs qui font ça. Il y a le fait que le paradigme a changé, il y a le fait qu'il y avait l'État islamique, il y a le fait qu'il y a encore un peu l'État islamique, il y a le fait qu'on a telle et telle réaction. C'est des réactions circulaires. J'avais noté quelque chose que je voulais vous dire. C'est, voilà, c'est-à-dire des processus qui sont complexes, ben je ne trouverai pas, qui sont complexes et qui sont des processus qui font une niche écologique, qui font qu'à ce moment-là,
C'est ça qui va être annoncé. Par exemple, c'est sûr que ce qui a mieux marché que tout pour arrêter la délinquance, la radicalisation juvénile, c'est le Covid. Le rapport est assez lointain. Sauf que la société a entièrement changé et depuis 2 ans, on n'en parle encore plus parler pareil. Même quand il y a eu un crime, on n'en a pas entendu parler pareil. Les niches écologiques, ce sont ces choses-là qui font que ça entretient, et c'est un terme niche écologique qu'avait inventé Yann Akin, qui est un philosophe des classifications, à propos d'une épidémie qui a eu lieu aux États-Unis et que aux États-Unis, qui était l'épidémie des personnalités multiples. C'est-à-dire que les types disaient « j'ai fait ça parce que c'était pas moi, c'était une autre personne que j'ai en moi, j'avais une dissociation ». Et aux États-Unis, c'était un classement, c'était une catégorie diagnostique qui était très souvent portée, alors qu'en France, jamais, très rarement. Et donc ça veut dire que, et puis c'est passé de mode à partir du moment où ils se sont mis à violer des filles en disant ça. Et là, quand même, les féministes veillées, ils ont abouti au fait que c'était plus retenu par les tribunaux comme un facteur d'excuse valable. Et tout d'un coup, le diagnostic est devenu beaucoup plus rare. C'est ça la psychiatrie, il faut quand même l'avoir en tête. Donc, ce qu'on sait, c'est que les facteurs macro-environnementaux sont plus déterminants à l'échelle du phénomène général, mais ce sont les moins opérationnels pour prévenir et traiter le risque individuel, dans un contexte donné. C'est-à-dire, le contexte étant ce qu'il est, comment je vais repérer ceux qui sont problématiques de ce point de vue-là? Le macro-environnement, les facteurs micro-environnementaux, ils n'aident pas. Les facteurs micro-environnementaux individuels sont tout plus adaptés pour comprendre, on a vu jusqu'à quel point ça pouvait aller, mais ils ne sont pas capables d'expliquer le fait que c'est la radicalisation qui est choisie plutôt que de maigrir, ou plutôt que de changer de sexe. C'est pas facile à expliquer ça, si vous ne le recontextualisez pas. Et surtout, ni l'un ni l'autre de ces deux approches ne permettent de vous dire quand est-ce qu'il passera à l'acte, lesquels ira jusqu'au passage à l'acte, et quand il le fera. C'est très difficile, ça. Et il faut savoir que ce n'est pas la psychologie qui permet de le faire. Alors, pour finir un peu, je voulais relever les principaux éléments qu'on a discutés ensuite, après ces constats. Que, à cause du caractère générique des deux choses qu'on mettait en face, il y a des biais d'échantillonnage extrêmement importants, avec des conséquences extrêmement importantes. Concernant la fréquence des troubles psychiatriques chez les radicalisés, il y a en tout cas un écart énorme selon qu'elle est estimée par les services sécuritaires et peut-être les gens en prison, ou qu'elle est relevée par les professionnels de la santé mentale. Est-ce que c'est à cause des caractères trop génériques des notions utilisées? Ben, probablement, en tout cas c'est ce qu'on a pour un policier que j'ai entendu, il dit 35% des surveillés pour radicalisation, c'est-à-dire les fichiers S, sont des malades mentaux. Il te dit comme ça, souffrent de troubles mentaux. Oui, mais c'est des troubles mentaux qui se guérissent par le Xanax, par l'absence de traitement, ou bien des troubles mentaux qui se guérissent par une punition par des parents, ou des troubles mentaux qui se guérissent par des traitements et des hospitalisations. On n'en sait rien. C'est quand même très différent. Bon. Deuxièmement, et si on faisait la même chose avec les catégories juridiques, derrière radicalisation, ça déclencherait des scandales. 35% des surveillés pour radicalisation, ça c'est sûr que c'est pas vrai. Confusion entre actes terroristes criminels et violences psychotiques, eh bien je vous en ai parlé. Le seul problème, c'est que quand vous avez une violence de quelqu'un qui est un peu bizarre et qui dit des choses radicalisées, eh bien il faut beaucoup de réflexion pour savoir ce qu'il en est. Parce que, moi ce que je crois par exemple, c'est qu'on dit, les gens qu'on dit, c'est pour Madame Kess, qui disent il y a plus de violence parce qu'il y a moins de psychiatrie, peut-être, mais il n'y a aucun élément qui le montre.
Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a des violences psychotiques rares, dès lors qu'on retire des violences psychotiques celles que les psychotiques subissent. Et si on parle que de celles dont les psychotiques sont auteurs, c'est pas si fréquent que ça. C'est pas si fréquent que ça, mais il n'y a aucun chiffrage de ça concernant les crimes psychotiques. Moi, je ne sais pas s'il y a plus de crimes psychotiques qu'avant. Je n'en sais rien. Je n'ai pas l'impression. Par contre, ce que je crois, c'est que si on essayait de faire la proportion des crimes psychotiques qui n'ont pas de rapport avec l'islam ou l'islamisme, plutôt l'islamisme d'ailleurs, ça sera une autre affaire. Parce qu'il est très possible qu'il y ait autant de crimes psychotiques qu'avant. Enfin, d'ailleurs, crime psychotique, c'est presque pas français. En tout cas, c'est pas psychiatrique. Des violences psychotiques, on a à peu près autant qu'avant. Enfin, c'est mon hypothèse. Il faudrait la vérifier. Et j'ai proposé une étude pour le vérifier. Il y en a à peu près autant qu'avant. Par contre, ceux qui ont trait en pour ou en contre à l'islam sont beaucoup plus fréquents. C'est-à-dire qu'autrement dit, le thématique du crime, de l'hostilité, de la violence, est beaucoup plus centré pour la problématique qui nous centre nos esprits, c'est la question de l'islamisme. C'est-à-dire que soit c'est des anti-islamistes qui vont en voir partout et commettre des crimes au nom de ça, je crois qu'on en a vu un ou deux récemment, soit des gens qui précisément coupent la tête à leur patron parce qu'ils ont tout d'un coup découvert qu'il était... Alors c'est des types qui étaient rien du tout au point de vue religieux, mais le moment où ils coupent la tête, ils disent Allahu Akbar. Et ça suffit. C'est ce que Fethi Ben Slama appelle des alahans. Des gens dont le symptôme principal est de colorer tout en disant ça. Voilà, facteur de confusion et de divergence dû à l'influence de l'ère du temps, c'est qu'ailleurs qu'il faut comprendre que comme les délinquants, les fous sont conformistes. Ce qui alimente leur délire, c'est l'ère du temps. Ils ne vont pas chercher midi à 14h. Ils cherchent ce qu'il y a là de disponible. Et aujourd'hui, plus personne ne se prend pour Napoléon. Alors qu'en Angleterre, ça a duré jusqu'à les années 50, des psychotiques qui se prenaient pour Napoléon. Parce qu'il était mal vu là-bas. Et que, pour une raison qu'on peut expliquer psychopathologiquement, c'est beaucoup mieux d'être haïssable quand on ne s'aime pas, de se rendre haïssable, que de l'être spontanément d'après ce qu'on voit. Autrement dit, c'est ce que disait tout à l'heure M. Bourgeois, on récupère la maîtrise de quelque chose qu'on subit. Voilà, concernant les pathologies psychiatriques, voilà, sur les thématiques psychotiques, versus engagement véritable, est-ce que celui qui a dit Allah Akbar le dit parce qu'il y croit, parce que c'est un fondamentalisme, etc., même si 4 jours avant il était en réalité un fêtard, aux difficultés qu'on a à penser que c'est bien la preuve qu'il n'est pas très stable dans ses investissements liés à sa difficulté psychotique, parce que moi j'en connais, qui étaient d'abord identitaires au sens français du terme, c'est-à-dire anti-étrangers et anti-musulmans en particulier, et qui 15 jours après deviennent islamistes. J'en ai même un qui s'est converti 2 fois en faisant des allers-retours. Et tu ne pouvais pas le lier à un épisode A ou bas, c'était très confus. Donc, voilà, sur les thématiques versus engagement, donc c'est vrai, et sur les violences vis-à-vis de actes terroristes. Concernant les pathologies psychiatriques à surveiller plus particulièrement, puisqu'on veut faire un lien entre ça, les plus sévères, car les plus envahissantes, sont à la fois les moins fréquemment impliquées dans une action terroriste criminelle et les plus susceptibles d'être hospitalisées sous contrainte. Or, c'est ça le poteau rose, il y a une loi qui est passée, que vous connaissez, qui est une loi qui dit qu'il faut rendre fongible le facteur S, les fichiers S, et les fichiers OPSI-Web, qui est les fichiers des hospitalisés sous contrainte,
autour de l'idée qu'en faisant ce lien-là, on va en trouver. Eh bien, je ne sais pas quel est le résultat, on n'a pas arrêté de demander qu'on nous dise s'il y avait au moins un cas que ça avait servi à quelque chose. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Peut-être que ça a servi, mais je n'ai pas l'impression. C'est-à-dire que c'est une mesure qui a un inconvénient majeur. Elle est logique, elle fait du bruit, elle fait râler les psychiatres. Tout ça, c'est des avantages. Mais elle a un inconvénient, elle ne sert à rien. Et quand je dis que c'est un avantage qu'elle se fasse râler les psychiatres, c'est parce qu'elle est bien vécue par la population, au contraire. Les psychiatres étant perçus comme des gens qui veulent protéger leurs patients, même contre la population. Voilà. Concernant la prévention, on a quelque chose d'analogue à cela. Une étude qui a été faite avec les patients, les jeunes suivis à la PJJ, très belle étude qui a été faite par Bonelli et Carrier, qui est une étude dont je crois ce qu'ils ont publié, et si vous la trouvez, lisez-la. Eh bien, ils ont fait une étude sur tous les patients, tous les jeunes suivis, alors vous tolérez, mais quand je dis ça à la PJJ, je me fais mal voir. Tous les jeunes suivis à la PJJ, soit en ambulatoire, soit même en prison, c'est-à-dire les AMT inclus, puisque pour l'instant, on n'a pas eu un seul mineur criminel accusé de crimes terroristes. Il a fait l'étude, et y compris sur les AMT, sur les formes les plus sévères, il a trouvé une surreprésentation de ceux qui sont les idéalistes utopistes, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas du tout coupables des actes terroristes réalisés en France. Alors, il paraît que c'est différent en Angleterre. En Angleterre, ce profil, ils commettent des actes. Autrement dit, dans la prévention, la justice des mineurs, à l'époque, peut-être que ça a changé maintenant, la justice des mineurs, considérés comme étant des gens suspectés de radicalisation, susceptibles de devenir des radicalisés dangereux, des gens qui n'ont pas le profil de ceux qui, finalement, dans le constat réalisé, sont les plus à même de passer à l'acte. Voilà. Donc, c'est quand même un problème qui est intéressant à repérer, ou en tout cas à étudier. Parce que pour l'instant, ce qu'on a l'air de dire, moi, ce que je perçois, c'est la chose suivante, c'est que ceux qui sont délinquants, je connais bien la PJJ, ceux qui sont délinquants, d'après moi, c'est ça, mais s'il y a des gens de la PJJ ici, ils vont me dire si je me trompe. L'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a dit c'est pas ça. Donc voilà, c'est juste une impression. L'impression, c'est que les gens de la PJJ veulent s'occuper des gamins. Et les délinquants habituels, ils n'ont pas besoin de trouver la radicalisation pour s'en occuper. Donc leur radicalisation, ils la prennent en charge banalement, comme on prend en charge le trafic, le cannabis, parce que presque tous fument, et bien presque tous maintenant, musulmans ou pas, ils ont des expressions de plaisir. L'autre héros national, il y a la radicalisation, mais il y a aussi Kim Il-jung. Essayez Kim Il-jung, des fois vous allez être surpris qu'en réalité il aime bien aussi Kim Il-jung, le dictateur de Corée du Nord. Ce que je voulais dire, c'est que c'est des gamins qui aiment beaucoup les gens que vous n'aimez pas, que la majorité, qu'ils suspectent qu'on n'aime pas. Et donc, en particulier, il y en a un qui m'a fait l'autre jour, un délinquant normal, hein, pas du tout radicalisé, il m'a dit Kadhafi. Ça, c'était un type. Et puis Kim Il-jung, le dictateur de Corée du Nord. Celui qui aime pas, qui est devenu ami de Trump après être son ennemi intime. Voilà. Donc, il y a là quelque chose, si vous voulez, de tout à fait curieux dans cette chose-là, c'est-à-dire une véritable difficulté à comprendre ces différentes manières de décrire la situation. En tout cas, les profils, il y en a. C'est pas des profils. Vous avez tous raison de dire qu'il n'y a pas de profil, mais il y a des prototypes, si vous voulez, des prototypes qui servent à ordonner le champ. Et en tout cas, quand Bonelli et Carrier ont proposé la séparation entre les utopistes et les agonistiques, c'est-à-dire
entre ces deux-là, tel que je vous l'ai dit aussi, il l'a proposé sous la forme de cette typologie qui n'était pas une typologie, ils sont tous pareils. C'est une typologie aussi au sens de prototype organisateur du champ, deux groupes majoritaires en tout cas, les jeunes radicalisés précarisés, les jeunes radicalisés idéalistes. Et deux groupes minoritaires, c'était les malades mentaux, qui existent, même radicalisés, mais qui sont rares, un tout petit groupe, et les politiques, qui sont tout aussi rares, et que vous avez décrit, Madame Kess, en prison, je crois, c'est vous. Ça inclut les criminels prosélytes de Madame Bazex, qui a travaillé dans le même contexte, enfin, de Bazex et Bédéjex, qui avaient travaillé dans le même contexte, c'est-à-dire ceux qui sont véritablement des gens organisés, qui influencent énormément, qui sont la terreur des directeurs de prison et des personnes qui travaillent en prison. En tout cas, ce qu'il y a de très particulier dans tout ça, et dans tout ce que on nous racontait, c'était le rôle déterminant des parcours, avec un rôle majeur de la psychiatrie à intervenir dans l'analyse de ces parcours, puisqu'au fond, c'est ces parcours qui sont la dimension la plus productive pour ceux des patients que vous ne voyez pas, avec qui vous ne parlez pas, qui ne sont pas dans une situation d'expertise. C'est le parcours, y compris et surtout en dehors du cadre des troubles mentaux. C'est-à-dire, tout ce que vous avez raconté, ce sont des histoires dont tout ne vient pas des patients eux-mêmes. Une bonne partie vient des rapports que vous avez. S'ils ne veulent pas vous parler, vous avez au moins ça. Et donc, elle permet par exemple une étude plus approfondie des points de transition dans le parcours de radicalisation. Pas de bascule peut-être, mais des transitions. Elle peut ainsi faire apparaître, par exemple, le caractère ambivalent de la radicalité. Le caractère ambivalent de la radicalité. Puisque si la radicalité, c'est-à-dire le devenir intéressé beaucoup par les histoires de fondamentalisme, si elle peut être, ou de djihadisme, si elle peut être la première étape sur la voie de la radicalisation, elle l'est. Elle est, y compris sous sa forme terroriste la plus sévère, elle est également la dernière protection contre celle-ci. Autrement dit, la dernière étape, c'est aussi un point de fixation. Et c'est aussi un point de fixation qui peut être un facteur protecteur. Peut-être que c'est comme ça qu'on explique qu'il y ait une différence entre, dans les représentations à la fois sociales et psychiatriques, des populations selon le niveau auquel ils atteignent dans la radicalisation. Une place à part doit être faite aux revenants, mais j'en parle pas plus, parce que l'un des principales difficultés des revenants, mais pour l'instant rien n'a été démontré de ce point de vue-là, et les éléments qu'on a sont plutôt à l'encontre de ça, c'est qu'ils doublerait le risque, mais qu'ils doublerait le risque d'associer le côté idéaliste et le côté dangereux, puisque ceux-là qui sont partis par idéalisme dans un certain nombre de cas ont appris là-bas à devenir des dangereux. Et donc, pour l'instant, ça n'est pas démontré, mais c'est théoriquement une possibilité qui est dans l'esprit, à juste titre, des gens, bien que pour l'instant, rien n'ait été démontré de ce côté-là. Mais je le dis parce que précisément, on va peut-être changer encore de paradigme. Et c'était Bruguière qu'on avait auditionné qui nous disait le propre de cette histoire d'antiterrorisme islamique, spécialement islamique, qu'il ne reconnaissait dans aucune autre forme de radicalisation antérieure, c'était que chaque moment, il y a plusieurs étapes et qui sont chaque fois des changements de paradigme. Bon, par rapport notamment à ce qui nous concerne, c'est très important, notamment dans la relation avec les troubles psychiatriques. Voilà, alors les perspectives, on avait fait des recommandations, je laisserai le PowerPoint et vous regarderez si vous voudrez, puisque c'est des recommandations que je mettais là pour mémoire, mais en gros, que je vais détailler rapidement, c'est place de la psychiatrie. Ben, globalement, la nature et l'importance des interventions à visée thérapeutique de la psychiatrie, qui est quand même c'est une discipline thérapeutique, ils sont déterminés par l'existence ou non d'un trouble mental généralisé, parce que c'est ça qui va déterminer l'importance que les interventions psychiatriques doivent prendre, c'est-à-dire leur priorité. Le contexte judiciaire et sécuritaire dans lequel le psychiatre va exercer va, elle aussi, déterminer les modalités de ces interventions. Ça change tout, évidemment, selon qu'on est en prison ou pas en prison, par exemple.
Et au-delà de ces interventions directement thérapeutiques, la psychiatrie peut contribuer à l'élaboration, l'accompagnement et l'évaluation des politiques publiques en matière de radicalisation ou des politiques individuelles. J'ai mis politique publique, des politiques publiques en matière de radicalisation au sens large. C'est au niveau individuel, par l'approche psychopathologique, qui n'est pas une approche diagnostique nosographique, mais qui est quand même très important, comprendre, à partir notamment des données de parcours et des données de signalement, comme vous nous l'avez montré d'ailleurs. Et puis au niveau des politiques publiques collectives, proprement dit, parce que précisément, il y a des choses, et on en a eu des exemples, que les autres ne voient pas, et qu'un psy armé de la méthodologie, de la méthode psychopathologique, non pas au sens d'une science de la maladie, mais d'une méthode qui a été, vous savez, comme psychopathologie de la vie quotidienne de Freud, c'est quelque chose qui vous permet d'utiliser ce qu'il y a de pathologique dans la psychopathologie de la vie quotidienne de Freud, c'est le fait que la méthode a été fabriquée dans la compréhension des malades mentaux. Mais après, on l'applique à des phénomènes de vie quotidienne qui ne sont pas pathologiques en eux-mêmes. Et bien c'est ça qu'il faut pratiquer. Et la psychiatrie, normalement, quelles que soient ses références psychopathologiques, peut le faire. C'est-à-dire donner des indications, notamment par rapport au parcours, etc. Et en présence d'un trouble mental généralisé, en gros, c'est assez simple, il faut faire de la psychiatrie. Il faut soigner le type, et il faut se dire que ce n'est pas parce qu'il est radicalisé un jour qu'il est radicalisé toujours, parce qu'il y a des patients qui sont guéris par le traitement psychiatrique. Très peu, puisqu'il y en a très peu qui sont appliqués, mais il y en a. Et ça, c'est peut-être un peu moins rare que les tumeurs historiques qu'on raconte, qui a guéri le type qui votait à droite et se met à voter à gauche après que tu lui as enlevé la tumeur. C'est dans Woody Allen. Vous savez, dans Woody Allen, il y a un fils de la famille qui se met d'une famille juive new-yorkaise, qui se met à voter républicain. On est très surpris parce que normalement ça n'arrive jamais. Et puis un jour il a mal à la tête, on l'examine, on lui enlève la tumeur, il se remet à voter démocrate. Ça veut dire que réellement, il faut se méfier de ça, mais ça n'existe, ça arrive très rarement. Par contre, dans ces cas-là, ce qui reste à déterminer, c'est s'il n'y a pas une approche particulière qui doit être faite dans les suites du traitement sous la forme de systèmes de post-cure. Il y en a plusieurs qui ont été organisés avec des accompagnements, notamment avec hébergement et thérapie et traitement. Et puis ce qui est important dans ces cas-là, c'est d'aider les équipes soignantes à considérer que le patient est un patient. Parce que ça, c'est très difficile, à cause de ce que je vous ai dit au début, de ce que M. Doucigalet. C'est qu'il y a la peur multiple, pas seulement la peur pour soi, la peur pour la mission, la peur pour la monstruosité de ce que ce type est censé pouvoir faire, notamment chez les jeunes, où précisément ils ont compris depuis longtemps que c'était une manière extraordinaire de se faire prendre au sérieux. En l'absence de troubles généralisés, alors là, il faut utiliser tout ce qu'on a, mais ce sont des choses un peu compliquées. Mais enfin, je vous dis, il y a des pratiques de groupes de médiation, des thérapies familiales, des traitements médicolations, et dans lequel ce qui va compter, ce n'est pas la déradicalisation, mais la réaffiliation. C'est-à-dire, ce qu'on va faire, c'est ce que tout le monde disait, je pense M. Moussaoui aussi le disait, c'est-à-dire de leur retrouver un engagement dans lequel qui rende inutile ni de se déprimer, ni de se suicider, ni de s'énerver contre autrui, ni de rechercher par tous les moyens la raison pour laquelle le monde est si mauvais, mais tout simplement de retrouver le plaisir de vivre, qui est un plaisir, surtout quand on s'approche de la fin, qui est très très grand. Donc, que je vous recommande de garder en tête, parce que ce serait dommage que vous attendiez mon âge pour le découvrir. Voilà, merci beaucoup. Merci pour votre exposé, en tous les cas qui a bien montré que pour ce qui concernait les grands psychotiques, c'était quelque chose d'extrêmement rare. Il y a une dimension que je voudrais rajouter un petit peu, c'est pas une question, mais c'est une petite expérience, c'est l'impact de l'angoisse sociale, l'impact de l'angoisse de la société, dans toutes ses composantes, hein,
sur le devenir du psychotique qui, dans un moment de folie, a commis non pas un acte terroriste, mais un acte qu'on interprète ou qu'on pourrait interpréter comme terroriste. Je vais vous donner plus précisément le petit exemple. Nous avons un patient dans le service qui, dans un moment de délire mystique très important, c'est un schizophrène d'une quarantaine d'années, est rentré dans le cimetière et il s'est livré à des rituels délirants et à une profanation de tombes. Il ne s'agissait absolument pas, pardon? Il a profané des tombes. Oui. Il ne s'agissait absolument pas d'un acte antisémite, ni quoi que ce soit, ni rien du tout. Il s'agissait même pas d'une profanation au sens où on l'entend stricto sensu, mais plus de l'utilisation de la tombe, des pierres, dans un rituel, dans une action de communication spirituelle avec le cosmos. Enfin bref, vous imaginez bien que il a été embarqué manu militari, s'est retrouvé en SDRE, et aujourd'hui, nous nous retrouvons avec un patient en SDRE qui bénéficie d'un traitement très particulier. C'est-à-dire que pour les autres patients, nous pouvons arriver au bout de quelques mois de traitement, de ceci, de tout ce qu'on veut, à obtenir des permissions. Mais pour celui-là, c'est barré. Il y a une telle fantasmatique qui s'est construite autour de ce patient que il y a un blocage. Pour vous donner un exemple, quand il doit se balader en permission, enfin une promenade à l'intérieur de l'hôpital, il faut qu'il soit accompagné par 3 soignants. Hein, oui, 3. C'est vous dire où on va. Hein. Donc, c'est qui vous dit les 3 soignants? C'est l'administration. C'est le directeur de l'hôpital. Oui. Oui. Je ne suis pas en train de pointer du doigt qui que ce soit. Je pose un problème qui est le fait de cette angoisse d'un imaginaire social extrêmement prégnant impacte fortement la prise en charge thérapeutique d'un patient particulier. Oui, mais vous avez tout à fait raison. Mais ce qui fait problème dans tous les cas, c'est le rapport entre violence et passage à l'acte. Et vous avez le même type de problème avec d'autres types de... Bon, ce qu'il y a de sûr, c'est que pour l'instant, c'est plus dangereux et c'est plus dangereux, je vais dire une absurdité, mais il y a eu des moments où le truc le plus insupportable, c'était des trucs sexuels. Maintenant, c'est la radicalisation. Et donc, évidemment qu'il y a une interaction entre les hantises sociales, collectives, et celles des maladies que nous repérons comme telles. Mais on a tous les jours la preuve que la maladie mentale, que les troubles mentaux et que les comportements ayant des liens plus ou moins directs avec la vie psychologique sont très dépendants de la mode, sont des phénomènes saisonniers. Et que, j'exagère parce que ce n'est pas saisonnier, ça dure souvent 2-3 ans. Alors, en général, au début, on vous interdit de dire que c'est des trucs saisonniers, parce que si vous dites ça, que c'est une épidémie ou une mode, vous passez pour un horrible, puisque la société tout entière pense que vous êtes au front et que c'est Verdun. Mais la réalité est que c'est malheureusement le cas. Par exemple, il n'est pas du tout impossible d'envisager qu'il y a des phénomènes aujourd'hui très courants qui n'existaient absolument pas avant. Moi, ce que je sais, c'est que j'étais à la PJJ, psychiatre de l'administration centrale, pendant 5 ans, jusqu'en 2011, et que jamais on n'avait entendu parler de radicalisés. C'est pas que... On n'avait jamais... On pensait que c'était des phénomènes extrêmement minoritaires,
qui ne concernait que des gens très rares et l'extrême droite française. La réalité ultérieure, ça a été que c'était faux. Mais j'étais, moi, censé être bien placé, en tout cas par les retours qu'on avait des éducateurs, pour penser que ce n'était pas un phénomène si important que ça. Bon, donc on ne voit pas, peut-être que ça n'existait pas à l'époque, ou peut-être que ça a commencé à bas bruit, c'est très possible, tout est possible. Mais je ne peux pas vous dire autre chose que, bien entendu, que c'est difficile. Alors après, je ne sais pas si, enfin, l'administration, enfin, le directeur est là, mais ce que je ne sais pas, c'est si, d'ailleurs, il n'est pas obligé d'en parler, mais que c'était quand même, ça peut être aussi qu'on le lui impose. Et que l'administration, le public le lui impose. Quand vous voyez quand vous voyez qu'il n'y a rien de pareil à quelqu'un qui n'est pas radicalisé que quelqu'un qui est radicalisé. Bien sûr que quand vous avez le moindre signe, en plus, que vous allez faire attention, si l'essentiel pour vous, c'est d'éviter que ça passe inaperçu. Je vous en prie, monsieur. Oui, ce que ne dit pas complètement le docteur Sellab, c'est que c'est effectivement une personne qui est réputée radicalisée, pour laquelle nous n'avons jamais exigé qu'il y ait 3 soignants pour l'accompagner dans le parc de l'hôpital, mais néanmoins, justement, cette personne, parce qu'elle n'était peut-être pas suffisamment accompagnée, a fugué de l'établissement et s'est retrouvée sur le site où elle avait commis des actes de profanation avec un couteau qu'elle venait d'acheter quand la police l'a arrêtée. Et dans un contexte d'agression au couteau extérieur, on peut comprendre que l'administration préfectorale se soit quand même posé des questions sur cette fugue et sur la manière dont l'établissement était capable de conserver des personnes réputées dangereuses. Voilà, c'est tout simplement cela, et il n'a jamais été exigé, docteur Sellab, qu'il y ait 3 soignants pour l'accompagner. Je le confirme ici devant tout le monde, simplement, au vu des signalements opérés, il ne faut pas qu'il sorte sans accompagnement, puisqu'on a vu ce que ça a donné par 2 fois, puisqu'il y a quand même eu 2 fugues pour cette personne. Et effectivement, on comprend que le préfet puisse se poser quelques questions dans ce contexte. Non, mais ça, c'est sûr que... Mais vous savez, il y a la même chose pour d'autres types de dangereux. Hein. Quand c'est un type dangereux qui est connu pour son danger, alors évidemment, une fois encore, ça n'empêche pas que c'est un facteur aggravant. Alors le couteau aussi, c'est un facteur aggravant. Surtout juste après l'attentat dans une église à Nice, en fait, puisque c'était effectivement quelques jours après, ce qui montre bien sans doute que les phénomènes de mimétisme ou de mode dont vous parlez puissent avoir un impact sur la manière dont fonctionnent certaines de ces personnes. Bien sûr. Et c'est vrai que c'est ça qui fait peur. Hein. Oui. Allez-y. Monsieur. Une durée précise, les personnalités multiples pendant quelques années aux États-Unis, tout ça, bon, effectivement, il y a ce genre de choses. Mais il n'empêche que ces effets, qui sont sur quelques années, une dizaine d'années tout au plus, ont un impact, peuvent avoir un impact durable sur le fonctionnement même de la psychiatrie. Voilà. Et ça a un effet reconnu par les équipes ou méconnu par les équipes. Et il vaut mieux que ça soit reconnu. Et à Villévrard, ils ont mis en place une cellule mobile qui vient apporter à l'équipe qui est soumise à ce genre de questions, à tort ou à raison, le soutien d'une possibilité de reprise et de regard extérieur. C'est d'ailleurs tout à fait soutenu par la direction de l'établissement, à ma connaissance. Et donc, dans ce cas-là, ils ont organisé des choses qui consistaient à considérer cette question particulière que vous posez, c'est-à-dire le fait que vous êtes partagé entre 2 peurs, celle de ne pas bien traiter le patient, de ne pas lui donner les droits qu'ont tous les patients, voire de vous mettre en tort par rapport à ça. Et le droit et la peur inverse, c'est qu'il se passe une catastrophe. Et ça fait partie de notre boulot que de pouvoir faire avec ça, sans se laisser gagner ni par une peur excessive d'une rechute ou d'une catastrophe, mais ça, pour le suicide, c'est pareil. Ou, à l'inverse, sans pour autant, du coup, considérer le patient comme un monstre hors champ hors traitement en quelque sorte. Et donc ça,
je trouve que l'expérience que nous ont rapportée, qui était très positive, les gens de Villévrard qu'on a auditionnés, était extrêmement positive de ce point de vue-là, puisque ça leur permettait précisément d'interposer quelque chose entre l'administration, le préfet, les soignants, en permettant à ce qui est dans leur comité, il y a à la fois des gens de l'administration, vous voyez. Donc tout ça fait l'objet d'une élaboration et de digestion d'équipes qui vient intervenir en soutien à l'équipe qui est directement concernée par l'application et le suivi de ce patient. Des questions? Non? C'est bon? On s'arrête là? Très bien. Merci. Donc je remercie vivement Merci. mon cher professeur de la qualité de votre intervention, toujours expertale, claire et pertinente. Et désolé pour le... Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, je tiens à remercier le directeur de l'hôpital et ceux qui ont organisé cette table ronde et de remercier chaleureusement les intervenants. J'ai beaucoup appris dans cette journée d'études. Je vais essayer d'être bref dans mon intervention pour laisser le temps à un échange. Vous avez des questions à poser, je pense que je vais profiter plutôt des questions. Pour dire simplement que mai 2014, je n'étais pas président du Conseil français du culte musulman, président d'une fédération qui venait de naître fin 2013. Après l'attentat de Médine Mouche, en fait, lorsqu'il a attaqué le musée juif de Bruxelles, nous avons lancé des états généraux sur le radicalisme, mai 2014. Puis nous avons donc poursuivi ces états généraux, forme de réunion avec les imams et les aumôniers, au niveau de toutes les régions de France, pratiquement une année. À l'époque, on n'avait pas encore les attentats de janvier 2015 et ceux de novembre. Et on s'est posé la question sur comment mobiliser les cadres religieux pour qu'ils puissent travailler pour immuniser les jeunes musulmans contre la propagande extrémiste, notamment parce qu'il y avait des départs vers la Syrie. Je me rappelle, en 2013, j'avais interpellé le président de la République tout au début des départs à la Syrie. Et je lui disais, c'était après la mort de petit Nicolas en Syrie. Je lui disais, que faut-il faire pour empêcher les jeunes d'y aller? Il n'y avait pas encore l'arsenal juridique, législatif qui permettait d'empêcher les départs vers la Syrie. Et depuis, donc, c'était en 2013, et en 2014, on avait lancé ces états généraux. Et puis, après avoir rencontré près de 800 imams et aumôniers dans ces tournées-là, nous avons rédigé un papier sur les recommandations que nous préconisons à partir des réactions et des conseils de ces imams et de ces aumôniers. Je l'avais présenté avec Bernard Cazeneuve devant les ambassadeurs de notre pays dans l'étranger, 80 ambassadeurs, en septembre 2015. Et j'ai eu l'occasion également de le présenter au président du Sénat. Alors, je ne vais pas revenir sur ce travail-là, mais simplement, je pense que tout ce qui a été dit ce matin, j'adhère beaucoup sur ce qui a été dit, peut-être à l'exception, parce que je pense que tout a été focalisé sur ce qui passe à l'acte terroriste. Et je pense que ce que disait le professeur Boutboul sur les idéalistes, même ceux qui passent à l'acte en étant des délinquants, souvent il y a derrière un commanditaire.
un commanditaire direct avec une rencontre physique ou à travers le virtuel. Mais il y a toujours le délinquant, il s'accroche à quelque chose pour passer à l'acte. C'est vrai que les commanditaires ont réussi à mettre en place une image de quelqu'un qui est un saint, un justicier, quelqu'un qui va défendre une cause, une grande cause, et qui rend le jeune intéressant ou important, en tout cas à ses yeux. Et ce qui va aider à cela, c'est le fait que dans notre société, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de débats autour de la religion musulmane, et que certains jeunes, même ne se revendiquant pas de la religion musulmane, à force d'entendre ces débats, il y a eu une sorte de renverse de stigmate, c'est-à-dire ce que vous me reprochez de mon identité, j'en fais une fierté. Il y a beaucoup donc de jeunes qui se sont remis à la religion musulmane de façon identitaire et non pas d'une façon religieuse, proprement dit. Il n'y avait pas de spiritualité derrière, c'est juste un affichage identitaire. Et lorsque cet affichage identitaire rencontre une propagande extrémiste, une idéologie, une organisation, il pourrait passer à l'acte. Il est vrai également que nous vivons une période où il y a une absence de corps intermédiaire. Je pense que ça concerne toutes les radicalités. L'absence des corps intermédiaires fait que, aujourd'hui, on a l'impression que les jeunes n'ont pas d'espace dans lequel ils peuvent s'exprimer, ou en tout cas dans lequel ils se sentent en capacité d'infléchir leurs difficultés ou d'apporter des réponses à leurs difficultés. Il fut un temps où il y avait la jeunesse, pour ne citer que la jeunesse communiste, la jeunesse catholique, il y avait des maisons de quartier dans lesquelles il y avait des débats, des discussions, des activités, et il y avait un encadrement. Et lorsqu'il y a une absence de corps intermédiaire, automatiquement, surtout avec l'avènement donc des réseaux sociaux, un manque d'encadrement réel fait que le jeune donc, il est encadré de l'extérieur virtuellement. Donc ça c'est le constat que nous avons fait sur la situation de ces jeunes, mais il est faux de dire que la radicalisation n'a pas de relation avec la religion. Je pense que la religion a toujours été instrumentalisée par des radicaux. Dès la naissance de la religion musulmane, il y avait des actes de violence qui ont été commis au nom de la religion. Il ne faut pas oublier que les deux califes, le deuxième et le quatrième, ont été assassinés par des personnes qui se réclament de la religion, qui ont utilisé des textes religieux pour assassiner ces deux califes. Il y a donc une instrumentalisation des textes, une interprétation des textes fallacieuse, mais elle était là. C'était les textes qu'ils utilisaient. Ils faisaient tordre le cou au texte pour commettre leurs crimes, et ça a toujours été minoritaire, certes, mais ça a toujours existé dans l'histoire de l'islam. Et je ne pense que, pas uniquement dans l'histoire de l'islam, dans l'histoire de toutes les religions. Il y a toujours eu des violences commises au nom des religions, à des moments différents de l'histoire. Je pense que vous avez tous en tête l'histoire humaine, au point que certains considèrent que les religions sont les sources de toutes les guerres, de tous les maux, pour un certain temps. Donc, la religion, elle est présente dans la radicalisation dite islamiste, il y a l'utilisation, l'instrumentalisation de la religion. Certes, il y a des degrés différents en termes de l'imprégnation de la religion. Vous avez entre ce que disait tout à l'heure professeur Boutboul, les idéalistes, ceux qui vont construire une idéologie en utilisant le texte parce que dans leur esprit, se donner la légitimité de s'appuyer sur des références non contestables,
tout cas, c'est ça, en fait, c'est le but de se référer à des textes non contestables. Non contestables peut-être dans leur authenticité, mais dans leur interprétation, leur lecture, toutes les lectures peuvent être contestables. Toutes. Donc ils vont instrumentaliser les textes religieux. Et puis après, les délinquants, c'est vrai que là, on va voir donc des personnes qui vont peut-être pratiquer, moins pratiquer. Pour certains, ne pratiquent pas du tout. Et d'ailleurs, le témoignage de Nicolas Hénin, en parlant de Nemouche d'ailleurs, parce qu'il a reconnu son joaillier, en fait, c'était Mehdi Nemouche en Syrie, il disait de lui qu'il n'avait aucune connaissance de la religion musulmane. Et c'était le cas de la plupart de ceux qui étaient en Syrie, ils n'avaient aucune connaissance de leur religion. Après, ils ont été formatés, imprégnés d'une lecture de la religion et puis aussi d'autres choses. Mais c'est important pour nous, en tout cas responsables musulmans, de savoir que les textes religieux sont instrumentalisés et utilisés. D'où donc la nécessité pour nous, donc en termes de qu'est-ce qu'il faut faire, c'est de dire, d'engager une réflexion sur les textes instrumentalisés. Et on s'est dit qu'il fallait donner un certain nombre de clés de lecture aux jeunes pour leur permettre d'avoir au moins une défense vis-à-vis de propagande extrémiste. Il faut que le jeune puisse avoir la possibilité de se défendre immédiatement sans avoir à faire beaucoup de réflexion. Et nous pensons que dans les enseignements religieux, que ce soit dans les mosquées ou ailleurs, il faudrait que nous fassions en sorte qu'un certain nombre de principes fondateurs qui permettent d'immuniser le jeune soient présents d'une manière très forte et qui permettrait aux jeunes d'avoir le réflexe de dire que cela est contraire au principe. Et j'en cite les cinq nécessités. Je pense que ce n'est pas nouveau, les 5 nécessités. Dès le XIIe siècle, l'imam Ghazali avait théorisé les nécessités de la religion. Et l'on a mis donc en premier la préservation de la vie. Et il considère que porter atteinte à une vie humaine, c'est porter atteinte à l'humanité tout entière. Donc ça, c'est un texte coranique. Donc il dit, première chose, donc, c'est la préservation de la vie. Et donc tout ce qui pourrait porter atteinte à l'intégrité physique d'une personne, quelle que soit sa religion, est considéré comme contraire aux principes même, les principes fondamentaux de la religion. Donc la préservation de la vie. Le deuxième principe, c'est la pluralité religieuse et la liberté religieuse. C'est aussi une nécessité, c'est-à-dire que le musulman doit savoir que chaque être a la liberté de choisir sa religion. Le musulman n'est pas investi d'une mission de rendre tous les êtres sur terre musulmans. Il doit accepter que d'autres puissent avoir d'autres religions. Et c'est même une volonté divine, parce que dans les textes coraniques, il dit, si Dieu avait voulu que tous les humains soient auraient cru au message du prophète, il a dit, dans un texte très précis, en s'adressant au prophète, si Dieu avait voulu que tous ceux qui sont sur terre croient à ton message, il l'aurait fait. Est-ce à toi, prophète, de contraindre les autres à devenir musulmans? Donc la question, en fait, elle était, quelque part, la réponse est dedans. Il n'y a pas de nulle contrainte dans la religion. Troisième principe, c'est la dignité humaine et elle est intrinsèque à l'homme. L'homme, lorsque je dis à l'homme ou à la femme, c'est intrinsèque, c'est-à-dire qu'elle n'est pas liée à l'orientation religieuse, ou l'orientation sexuelle ou autre. L'homme ou la femme est digne. Et tout ce qui pourrait porter atteinte à cette dignité, il va à l'encontre des principes élémentaires de la religion. Le quatrième principe, quatrième nécessité, c'est la préservation du discernement. La personne, il va faire tout pour garder son discernement. D'où vous avez tous les textes interdisant l'utilisation des drogues, l'alcool, etc. C'est dans le but de préserver le discernement, l'aql qu'on appelle en arabe. Et donc, tout ce qui pourrait amener la personne à perdre son discernement, il devient contraire au principe de la religion.
Et puis le dernier, la préservation des biens. Les biens, donc c'est ce qui arrive au dernier stade, c'est-à-dire préserver les biens de tous. Donc tous les actes de violence qui ont vocation à faire perdre, à brûler, à incendier ou à démolir, tout ça c'est contraire au principe. Donc en centrant les enseignements sur ces 5 nécessités, de rappeler ces 5, et c'est connu, donc vous prenez toutes les écoles juridiques musulmanes, lorsqu'ils enseignent les fondements de la religion, ce qu'on appelle les fondements de la jurisprudence musulmane, usul al-fiqh, donc c'est les 5 premières qui arrivent, ce qu'on appelle darurat al-khams en arabe, c'est les 5 nécessités. C'est très ancien, et donc dans tous les ouvrages classiques de la jurisprudence musulmane, ils interviennent avec des nuances dans les 5, parfois on a un 6e ou un 7e, parfois dans l'ordre qui est le premier. Est-ce que le discernement d'abord, ou il y a donc une discussion théologique autour de ces 5, mais ils reviennent d'une façon systématique. Donc nous avons pensé qu'il fallait que l'enseignement religieux se dirige vers ces fondamentaux au lieu de rester accroupouté sur les choses rituelles, faites d'une façon parfois automatique et sans profondeur. Nous avons également pensé qu'il fallait, au-delà par exemple sur l'histoire de l'islam, vous avez la biographie du prophète de l'islam, c'est un fait. Malheureusement, la biographie, elle a été rapportée en fonction des conflits. Les conflits représentent à peu près 5% dans la vie du prophète de l'islam. Malgré ce qu'on entend, dire qu'il y avait des guerres à son époque, oui. Il y avait des conflits à son époque, oui. Mais dans la totalité de sa vie, il représente à peu près 5% de sa vie. Mais lorsqu'on regarde toutes les biographies, y compris celles écrites par les musulmans, on voit la proportion des conflits, et elle est énorme. Et donc on a l'impression que le prophète était en conflit avec tout le monde, ce qui n'est pas du tout vrai. Alors, je prends l'exemple, par exemple, les théoristes, lorsqu'ils vont théoriser, ou lorsqu'ils vont faire l'apologie de s'attaquer, par exemple, aux Juifs, ça existe. Il y a des théoriciens qui vont théoriser sur le fait que les Juifs sont des ennemis des musulmans. Ils vont se baser sur des épisodes conflictuels entre le prophète de l'islam et des tribus juives vivant dans l'environnement de Médine. Mais en même temps, ils omettent de dire que le voisin du prophète, en même période, le voisin du prophète était juif et était parmi ses meilleurs amis. Au sens c'était son voisin limitrophe, et qu'il avait une relation de fraternité telle que lorsqu'un imam veut faire un discours sur le bon comportement envers les voisins, dans la littérature, s'il va chercher dans la littérature, il va trouver que le voisin limitrophe juif du prophète. Souvent, lorsqu'on va avoir, si vous prenez un imam, vous dites, faites-nous un prêche sur le respect du voisin. Il va essayer de chercher quel est le comportement du prophète avec ses voisins. Ben, il va trouver le voisin juif. C'est celui qui revient le plus. Donc il l'a invité, lorsqu'il était malade, il lui rendait visite. Lorsqu'il reçoit un cadeau, il partage avec lui, etc. Donc on a toute une littérature dans ce sens de respect du voisin. Mais les théoristes, ils vont occulter cette partie-là et ne faire mettre en exergue que la partie qui va, on va dire, servir dans leur idéologie. Mais tout cela passe par, je pense, cette prise de conscience qui fait qu'aujourd'hui, il y a cette prise de conscience, mais nous sommes face à des difficultés. Et je dirais, nous devrions prendre aussi conscience de nos difficultés. L'une des difficultés de l'islam en France, c'est la jeunesse de son organisation et les difficultés de son organisation. C'est une organisation très récente.
Le Conseil français de culte musulman a été créé en 2003, avec, dans un contexte déjà avec des origines différentes, des courants différents, qui ont commencé à apprendre à travailler entre eux, mais pas sans difficulté. Nous avons vu donc quelques difficultés ressurgir, des difficultés aussi de leadership, etc., qui font qu'aujourd'hui, les instances musulmanes ont des difficultés à mettre en œuvre les meilleurs programmes qu'ils peuvent concevoir, de les mettre en œuvre d'une manière efficace. Donc aujourd'hui, dans les régions, par exemple, nous avons certes ce qu'on appelle les conseils régionaux de culte musulman, mais c'est une structure très rudimentaire. Il n'y a pas d'espace de dialogue, par exemple, entre imams. Vous allez au niveau d'un département, vous prenez dans un département les imams ou les aumôniers de ce département, ils n'ont pas un espace de dialogue dans lequel ils peuvent discuter et apporter des solutions à des difficultés que vont rencontrer les familles musulmanes dans leur département. Donc, quelqu'un, par exemple, qui a des difficultés de radicaliser ou autre, les familles, malheureusement, ils auront des difficultés à avoir un espace dans lequel ils peuvent présenter les problèmes que vivent leurs enfants à un collège de personnes capables de réfléchir et d'accompagner leurs difficultés. Raison pour laquelle, donc, parmi les recommandations, créer des espaces de dialogue entre imams qui permettent donc une meilleure mutualisation de leurs moyens et de mettre en œuvre des programmes ambitieux. Deuxième difficulté, c'est pas la moindre, c'est la formation des cadres religieux. Vous savez que la plupart des imams et des aumôniers ont eu une formation soit à l'extérieur et dans un contexte qui n'est pas le contexte français. Et il y a très peu de formations aujourd'hui qui sont en France. Donc, mettre en place ces formations nous paraissent indispensables et nous ne pourrons pas avancer si on n'arrive pas à former des cadres religieux qui connaissent le contexte et qui sont capables de parler, d'accompagner les jeunes qui ont évolué dans un contexte particulier. Nous avons également le manque de moyens, si j'ose dire, le moyen financier et les moyens de ressources humaines. Vous avez donc, il n'y a pas de structure qui permettrait de salarier ou de financer, en tout cas des programmes ambitieux, puisque chacune des fédérations musulmanes, des associations musulmanes, a très peu de moyens pour elle-même et qu'il n'y a pas de mutualisation des moyens entre les composantes de l'islam de France. Raison pour laquelle je pense que nous aurons malheureusement encore quelques difficultés à mettre en place des institutions réellement efficaces. Il suffit de voir, par exemple, que dans un département, lorsque on a besoin de nommer un aumônier, par exemple, comme ici, un directeur de l'hôpital, M. le directeur tout à l'heure me disait qu'il fallait nommer un nouveau aumônier au centre hospitalier. Ce n'est pas toujours facile de trouver une réponse rapide et efficace à des demandes de cette nature. C'est dire que l'islam de France, effectivement, confronté à cette réalité de la radicalisation, bien qu'il essaye d'apporter sa contribution, mais on va dire le temps et le moyen dont il dispose ne sont pas au rendez-vous aujourd'hui. C'est dans ce sens-là où je dis qu'il faut donc travailler sur les trois niveaux, l'organisation de l'islam de manière générale, organisation au niveau départemental, puis au niveau régional, puis au niveau national, l'organisation de l'aumônerie musulmane qui intervient dans les hôpitaux, dans les prisons, puis dans l'armée. Après, il y a la formation des cadres religieux pour disposer de cadres religieux suffisamment armés pour répondre à des réalités complexes, et puis se donner les moyens d'atteindre ces objectifs. Je m'arrête à ce niveau-là. Je pense que tout l'échange serait beaucoup plus enrichissant dans notre discussion. Je vous remercie.
Alors, je ne vais pas forcément intervenir, mais peut-être poser quelques questions et aussi vous dans la salle. Moi, j'ai constaté en fait un paradoxe assez fort, c'est-à-dire qu'à chaque fois il y a eu des attentats, c'est à ce moment-là qu'on revenait sur la question de l'organisation de l'islam. Et donc, il y a cet amalgame entre l'islam et la radicalisation islamiste. Et ça, c'est un problème pour à la fois les aumôniers, puisque lorsque il y a les attentats en janvier 2015, le Premier ministre de l'époque déclare qu'il va y avoir un recrutement massif d'aumôniers musulmans pour les prisons. Or, ce n'est pas l'administration pénitentiaire ou le ministère de la Justice qui recrute, donne un agrément, mais ce n'est pas eux qui recrutent, c'est effectivement l'organisation, donc le CFCM, qui a du mal d'ailleurs à recruter les aumôniers, comme vous dites, que ce soit dans les hôpitaux et dans les prisons. Je me souviens d'un aumônier d'une prison en région parisienne qui m'avait dit, suite à cette annonce du Premier ministre de l'époque, il était passé de 40 fidèles le vendredi en prison à 2. Voilà. Et ça, c'est vraiment, enfin, je pense que vous irez dans ce sens. Donc, c'est très compliqué à la fois de... je trouve c'est ce paradoxe où les autorités demandent que les cadres religieux soient formés. Donc, c'est vrai qu'il y a de plus en plus quand même de formations à la Sorbonne, à Sciences Po Ex, des DU, etc., qui sont mis en place quand même massivement depuis 2015. Et puis, lorsqu'on demande à travailler avec les mosquées, notamment avec les associations qui sont généralement culturelles et cultuelles, ça a été le cas dans une ville dans le 93, j'avais du mal à travailler avec le maire à la demande de la préfecture. J'ai décidé de me tourner vers les mosquées, même si c'est loin d'être le premier lieu de radicalisation, puisque les mosquées sont évidemment très, très surveillées depuis très longtemps. D'ailleurs, très peu ont été fermées suite à des propos ou apologies violences. Et lorsque j'ai voulu travailler avec cette association dans cette grande mosquée du 93, pour mettre en place des choses, c'était parce qu'il y avait 600 jeunes de la ville qui fréquentaient de manière régulière, qui recevaient un enseignement théologique, d'histoire de l'islam, des cours d'arabe, etc. Et je me suis dit, 600 jeunes qui fréquentent la mosquée, ça veut dire à peu près 1200 par an, du coup... 1200 par an, sans compter ensuite l'influence extérieure que ça peut avoir si on travaille là-dessus. Eh bien, la préfecture a été un petit peu en panique en me disant « Attendez, on va vérifier, il s'agit de quelle mosquée, parce qu'on ne sait jamais. » Voilà. Bon, finalement, ils m'ont laissé travailler quand même avec, mais si vous voulez, ça doit être très difficile. Voilà, c'est ça que je voulais vous poser comme question et avoir votre retour à ce niveau-là. Et le lien avec la psychiatrie, du coup, parce que ça rend fou, en fait. Il est vrai que lorsqu'on regarde les profils, vous avez entendu ce matin qu'il n'y avait pas un profil en fait, c'était chaque cas était personnel et on va dire tous les cas sont presque aujourd'hui on n'a pas encore un recul sur les motivations de ceux qui passent à l'acte ou ceux qui se radicalisent. Et c'est vrai également que les commanditaires des actes ou de la radicalisation, ceux qui sont derrière les manettes, si j'ose dire, ceux qui théorisent, ceux-là, ils ont réussi parfois à semer dans l'esprit de ceux qui veulent radicaliser que les institutions sont corrompues, les institutions religieuses. Ils sont pas dignes de confiance et qui ne disent pas la vérité et qu'ils n'ont pas la vraie religion. C'est pas la vraie religion ils ont adapté la religion au contexte, etc. Et ça, c'est la difficulté que rencontrent effectivement certains aumôniers. Lorsqu'ils rentrent dans une prison, automatiquement les radicalisés, en fait, ceux qui sont là, tout de suite, ils essaient de discréditer l'aumônier en disant qu'il ne connaît rien dans sa religion, il va vous raconter des choses et parfois, et c'est là où l'information peut être importante, c'est que lorsque l'aumônier est formé théologiquement, une formation solide, les radicalisés qui sont à l'intérieur, qui s'autoproclament comme imams, ils auront des difficultés à approcher leur cible. Dès que l'aumônier montre un signal de faiblesse en termes théologiques, automatiquement il est discrédité et n'a plus de cette légitimité. Je pense que c'est sur ça qu'il faut travailler. Parce que je parle de la formation solide, c'est dans ce sens-là. D'ailleurs, certains pays
c'est un peu aussi la limite de notre système laïque, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'elle permet la laïcité de faire? Est-ce qu'on pourrait faire rentrer des imams pour faire des cours de religion ou radicalisés, plutôt de rester sur ce que permet exactement le système laïque? Parce que là, c'est un débat. Dans certains pays, ils ont investi massivement des personnes, des intervenants auprès des radicalisés. Il y a des débats à l'intérieur des prisons et maintenant, il y a des référents, tout à fait. Et je pense que cette évolution, elle peut être bénéfique pour tous. Et c'est vrai que si les responsables musulmans sentent la nécessité de s'investir, c'est pas parce qu'ils considèrent que ce qui passe à l'acte, il y a quelque chose dans les textes à changer pour que ceux qui sont radicalisés ne passent pas à l'acte. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous avons le sentiment que la jeunesse qui n'est pas immunisée, elle peut être victime d'une rencontre parfois donc physique, et puis suivie par des rencontres virtuelles. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il est de notre devoir, en tant que responsables musulmans, de travailler, même si ceux qui viennent à la mosquée ne sont pas... En fait, c'est vrai qu'il y a à peu près 1 million de personnes qui se rendent dans les mosquées. Si on estime entre 20 et 30% les personnes qui se rendent dans les mosquées. Et sur tous les cas de ceux qui sont passés à l'acte, à ma connaissance, il n'y a aucun qui a été assidu à la pratique religieuse. Donc on pourrait dire que les imams prêchent des convaincus, mais nous estimons que 1 million de personnes qui va être imprégné d'un discours, c'est autant de relais dans la société. Il ne faut pas sous-estimer le million de personnes qui viennent dans les mosquées assister aux prêches de vendredi. Raison pour laquelle nous avons donc demandé, parmi les recommandations, c'est que le prêche de vendredi fasse l'objet d'un travail collégial. Aujourd'hui, chaque imam, il travaille dans son coin. Si vraiment nous essayons c'est un moment important, solennel, et que les imams puissent parler d'une parole forte sur des questions liées à la radicalisation, on pourrait, à long terme, avoir des relais dans la société et sensibiliser ceux qui sont présents, dire c'est pas parce que vous n'êtes pas concernés par la radicalisation que vous ne pouvez pas faire quelque chose. Vous pouvez faire quelque chose dans la société. Et je pense que c'est ce travail-là que nous souhaitons faire. Nous sommes conscients effectivement que ce n'est pas à l'intérieur des mosquées que les radicaux vont venir, mais nous sommes conscients également que nous pouvons faire quelque chose dans notre société. Les imams, ils sont conscients qu'ils peuvent aussi investir l'espace virtuel. Aujourd'hui, malheureusement, certains imams, parfois autoproclamés, ont beaucoup de followers dans les réseaux sociaux que les imams qui sont, je dirais, bien dans leur tête. Je pense que c'est cette tendance qu'il faut inverser. Non, je voulais juste dire, je ne suis pas très compétent, mais je voulais juste dire que psychologiquement, on sait qu'il y a une prime chez les jeunes à ce qui est contre ce qui est pour. Donc il y a une prime à la mesure même de la difficulté qu'ils ont à se sentir bien dans leur peau, à se sentir assurés dans leur narcissisme et leur identité. Leur tonus identitaire est tellement fort qu'ils ont besoin de personne et d'aucune idéologie trop forte, trop envahissante, pour être dans le compromis qui fait la vie, quoi. Et pour dépasser, en somme, cette chose difficile qui est que l'adolescence, c'est une épreuve narcissique pour tout le monde. Il ne faut pas croire que c'est que pour les jeunes musulmans des quartiers défavorisés. Pour tout le monde, c'est une épreuve, puisque vous devez, à partir de ce moment-là, faire seul ce que vous faisiez accompagné, même mal accompagné. Et donc, à partir de là, vous avez une épreuve par rapport à laquelle le plus facile, c'est d'être radicalement
opposés à ceux qui étaient vos soutiens, puisque en étant radicalement opposés à eux, il n'y a pas de doute que vous êtes autonome. Peu importe ce que vous faites. Alors, c'est la grande difficulté, d'ailleurs, qu'on le retrouve avec cette histoire de vaccination, la grande difficulté à dire des choses modérées, raisonnables, dont on ne peut pas démontrer qu'elles ont derrière elles une intention absolue, complète et saturée d'intention. On a des doutes. Et d'ailleurs, vous apercevez que les pubs, pour la radicalisation c'est compliqué, mais pour la vaccination, ce sont des pubs qui font de la pub pour le doute. Et qui disent, par contre, une fois qu'on a douté de tout ça, il y a un truc sur lequel vous ne pouvez pas douter et qui vous donne la nécessité de vous faire. Après, on choisit plus ou moins bien le truc dont il ne faut pas douter, mais enfin, en gros, voilà. Et ça passe très mal chez les adolescents. Très mal, parce que ça montre la place du compromis. Le compromis, c'est quoi? Ben, tu peux te séparer, mais tu n'es pas complètement indépendant. C'est un truc, je ne sais pas comment dire les choses, parce que ce qui me vient, c'est un mot mal élevé, mais c'est un truc de coup de bol, quoi. C'est un truc qui ne fait pas distinction, qui ne différencie pas suffisamment, qui est trop dans la proximité avec ceux dont vous avez tant de mal à vous séparer radicalement. Alors après, deuxième chose, un gros problème, c'est que bien entendu, j'imagine que cette religion, que je ne connais pas bien, elle a effectivement des tas de choses modérées, sinon elle n'aurait pas eu ce succès considérable. Et qu'en même temps, le propre de la laïcité, c'est de permettre qu'on ne respecte pas les religions. Parce que si vous les respectez toutes, c'est impossible, tout simplement parce qu'il y a toujours quelque chose de la religion de l'autre qui est un blasphème pour votre religion. Toujours. Donc si vous commencez, par exemple, l'idée que le Christ est fils de Dieu, c'est un problème énorme pour un certain nombre de religions. Énorme. C'était d'ailleurs la cause habituelle du fait que les disputations du Moyen-Âge, c'est-à-dire des discussions pour savoir si c'était les Juifs qui avaient raison ou les chrétiens qui avaient raison, se terminaient par des pogroms, parce qu'il y avait toujours un moment où le rabbin était obligé de dire « Moi, je ne suis pas d'accord que le Christ est fils de Dieu ». Et là, c'était un blasphème, inadmissible. Il dépassait les bornes. Mais s'il ne disait pas ça, il ne reconnaissait pas sa propre position. Donc, on est à partir de là, si vous voulez. Malgré ça, développer la dimension modérée de toute religion, c'est quelque chose qui n'est pas sexy. Pour ces jeunes-là, parce que ça fait appel à leur sens de la modération, qui est ce qui leur manque le plus. Et qui leur manque d'autant plus qu'ils sont en souffrance. Alors, troisième point, le but, il n'y a aucune raison que les gens ne soient pas en souffrance quand ils vivent dans des conditions épouvantables. Et ils vivent dans des conditions épouvantables qui sont la faute à personne en particulier, mais à un système en général on n'a pas trouvé encore le bon système pour éviter qu'il soit très difficile qu'il n'y ait pas des gens défavorisés. Même les systèmes qui travaillaient entièrement sur le fait qu'il n'y en ait pas, ils ont montré leurs limites, et ils ont montré des limites telles qu'il n'y a plus tellement grand monde qui les préconise. Voilà. Alors, comment faire pour former des imams de telle façon qu'ils apprennent à recueillir dans cette religion les raisons de pouvoir s'accommoder du blasphème d'autrui? Ça, je ne sais pas comment on va y arriver, et c'est sûr que c'est un problème, parce que bien sûr, je suis convaincu qu'il y a des gens qui ne passent pas à l'acte parce qu'ils sont religieux. C'est parce qu'ils sont religieux, qu'ils ont des connaissances religieuses, qu'ils sont radicalisés, peut-être, même radicalisés de façon extrême, mais c'est aussi, pour certains d'entre eux, pas tous, une raison de ne pas passer à l'acte. Ceux-là, ils ont été radicalisés d'une telle façon que la raison de se radicaliser était une raison de retenir l'acte. Je ne crois pas que ça n'existe pas. Moi, j'en ai rencontré. Et en prison, je vois quand vous étiez, il y avait un gamin qui a, je le disais, je ne sais pas qui, a attaqué
au couteau, un policier ou un rabbin, c'est pareil, il l'a attaqué en prenant le couteau par la lame et il lui a tapé avec le manche. Et il avait du sang, mais c'était le sien. Parce que ça s'appelle un acte manqué dans mon jargon à moi, dans ma religion, si vous préférez. Ça s'appelle un acte manqué, ça veut dire quelque chose qui est réussi, qu'à un moment donné, il n'assumait pas. Voilà. C'est peut-être pas le cas, c'est peut-être un hasard, c'est peut-être tout ce que vous voulez, mais quand même, ça fait penser. Et la réalité, c'est que donc, il est possible que les prisons soient remplies de gens qui sont en prison parce que la façon dont ils ont manifesté leur extrémisme, condamnable en tant qu'influence d'atmosphère, mais pas condamnable en tant qu'acte criminel, c'était quelque chose qui était, c'était jusque-là qu'ils pouvaient aller en prison. Je ne dis pas que tous, je dis simplement qu'il faut penser que c'est possible. Alors, comment on va faire pour utiliser cette fonction protectrice sans mobiliser la haine contre le fait qu'ils ne sont pas négatifs? Je ne sais pas. Ça va être très difficile, mais c'est plus une impasse, une difficulté pour tout le monde, dont pour la grande majorité des gens qui n'utilisent pas l'islam comme religion de guerre. Mais ils vont avoir du mal, quoi. Ils vont avoir du mal quand on voit tous ceux qui l'utilisent comme facteur d'indigestabilité. Ça te rend indigeste. C'est un facteur de rupture. Et c'est ça qui attire un certain nombre de jeunes. La négativisation de quelque chose qui, quand on ne prend dans la mesure, peut-être n'a pas ses effets négatifs, y compris dans les formes les plus fondamentalistes. Ah bon, écoutez, merci.